Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue. On est ravis de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de la semaine et 4 sujets aussi divers que passionnants que nous allons découvrir tout de suite en images. Nous allons revenir sur le tonitruant discours du président de la République. C'était hier en Bretagne, pardon. Il parlait de la lèpre du nationalisme. Ça n'a pas trop plu à nos voisins européens, en particulier aux Italiens. Macron a-t-il insulté les peuples? Vous nous donnerez votre point de vue. Et puis on parlera de cette droite qui devient de plus en plus sociale, puisque plusieurs leaders des Républicains veulent augmenter le SMIC, et pas qu'un peu, 20%. Est-ce que c'est démagogique ou est-ce que c'est juste une bonne idée? On en parlera aussi. Et puis nous ferons un peu d'économie, de macroéconomie avec la dette grecque. Les ministres de la zone euro, les ministres de l'économie se sont mis d'accord pour un plan de sortie de la crise grecque, de la crise financière. La Grèce commencera à rembourser sa dette en 2032, à moins qu'elle ne rembourse jamais. On se posera la question. Et puis on parlera de l'Élysée. Le soir de la fête de la musique, c'était la dernière boîte à la mode avec de la musique électro et des danseurs qui se déhanchaient sur le parvis du Palais de la République. C'était une bonne idée. Là aussi, vous nous donnerez votre point de vue. Bonsoir Valérie Toragnan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de l'excellente Revue des Deux Mondes qui sort un nouveau numéro aujourd'hui. Ça s'appelle « Femmes, Juifs, Noirs, étrangers, Dieu, homosexuels, le rire est-il mort ?» C'est le sujet de couverture, avec d'extraordinaires extraits de sketchs de Pierre Desproges, que je ne vous lirai pas, de peur d'avoir droit à un signalement au CSA, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ou d'être embastillé pour incitation à la haine de toutes espèces, parce que c'est vraiment gratiné. Et puis je parle aussi de votre dernier livre, Une fille bien, qui a été publié chez Flammarion. Christophe Devogue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous enseignez à Sciences Po l'histoire des idées politiques et la rhétorique politique, formidable matière. Et votre dernier livre en collaboration chez Plon s'appelle « Où va la démocratie ?» C'est intéressant parce que, si mes souvenirs sont bons, il y a plein de pays européens qui sont sondés dans ce livre et donc on pourra en reparler pendant notre émission. Juan Branco est là aussi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, juriste. Vous êtes l'avocat de Julian Assange, le rédacteur en chef de Wikileaks, faut-il le préciser, et de Jean-Luc Mélenchon, qu'on ne présente pas non plus. Votre dernier livre, L'Ordre et le Monde, critique de la Cour pénale internationale, a été publié chez Fayard. Et Étienne Girard est là aussi, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes journaliste politique à Marianne. Et votre hebdomadaire sort aujourd'hui un numéro avec en dossier de couverture ce qui coûte vraiment un pognon dingue, allusion évidemment à une autre sortie du président de la République qui décidément les accumule ces temps-ci. Excellente transition avec le premier sujet du jour. Emmanuel Macron était donc hier à Quimper et il a parlé de ces leaders européens qu'on appelle classiquement populistes. Il leur a reproché de ne pas aimer ou de ne plus aimer l'Union européenne dans des termes particulièrement offensifs. Regardez. Mais ils la détestent depuis longtemps. Mais vous les voyez monter, comme une lèpre, un peu partout en Europe, dans des pays où nous pensions que c'était impossible de la voir réapparaître. Mais regardez ailleurs! Lorsque d'autres trahissent, même l'asile, font les pires provocations humanitaires, c'est cela contre quoi il faut se battre et dénoncer. Pas en nous divisant nous-mêmes, c'est contre cela qu'il faut se scandaliser. Contre le nationalisme qui renaît, contre la frontière fermée que certains proposent. Voilà, un président de la République très remonté et des accusations assez directes en fait contre évidemment le nouveau pouvoir qui est aujourd'hui aux affaires en Italie. Le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, le leader de la Ligue, n'a d'ailleurs pas tardé à répondre dans un post qui a été publié sur Facebook hier soir. Salvini dit que les insultes des Bavars Macron et Saviano, Saviano c'est l'écrivain italien Roberto Saviano qui est aussi très critique vis-à-vis du nouveau gouvernement. Les insultes de ces Bavards ne me touchent pas. Pendant qu'ils parlent, je travaille aujourd'hui pour bloquer le trafic d'immigrants clandestins, a-t-il dit. Il y en a qui parlent, il y en a qui font. Ça se termine par gros bisous. Enfin, un peu de tendresse dans cet échange qui en manquait un petit peu. Valérie Toragnan, est-ce qu'il a été insultant hier, Emmanuel Macron, en parlant de lèpre du nationalisme ? En tout cas, moi je pense que s'adresser en ce moment au gouvernement italien pour les stigmatiser et parler de cette lèpre, la lèpre, enfin, ça c'est un terme plutôt qu'on attendait plutôt dans la bouche de quelqu'un d'extrême droite, c'est un terme voilà, que d'habitude
on n'entendrait pas dans la bouche de quelqu'un comme Emmanuel Macron, mais parce peu que c'est importe. presque insultant, on peut le dire. Oui, mais c'est la peste, la lèpre, c'est un danger, c'est contagieux. La lèpre, c'est contagieux, et c'est peut-être ça aussi que Macron craint. Après, je ne trouve pas très habile de sa part, et pas un peu déplacé de critiquer en ce moment le gouvernement italien sur cette question-là, notamment des migrants, parce qu'on n'a pas été extrêmement à la hauteur, et il n'a pas été totalement à la hauteur, lui, dans la crise avec l'Aquarius. Donc, c'est un problème complexe. Critiquer la lèpre, quel est l'intérêt de critiquer la lèpre? Oui, il y a du nationalisme, il y a du populisme. La question, c'est pourquoi il y en a et qu'est-ce qui aujourd'hui fait que des gens sont devenus les leaders, c'est une chose, mais pourquoi des gens votent pour eux? Pourquoi il y a cette insécurité économique, culturelle? Voilà. C'est ces questions-là qui sont les bonnes questions et qui doit se poser, lui, président d'un pays où les extrêmes sont en train de monter. Et le populisme, c'est vraiment une question pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc voilà, il y a peut-être aussi ça en sous-texte de cette intervention. Alors, cette question, on vous la pose aussi à vous, chers internautes. Vous pouvez réagir sur Twitter, sur chacun des 4 thèmes évoqués ce soir. Première question qu'on vous a posée, Macron insulte-t-il les peuples européens en parlant de lèpre nationaliste? Pour l'instant, c'est 61% oui, 62% même au dernier pointage, et 39% non. Juan Branco, c'est vrai que ces pouvoirs en Italie, en Autriche, peut-être en Hongrie, peut-être qu'on ne les aime pas, n'empêche qu'ils sont démocratiques, donc est-ce que c'est bien normal que Emmanuel Macron les insulte comme ça? Il y a 2 questions. Il y a la question de la démocratique. Pour l'instant, ces forces sont arrivées au pouvoir de façon démocratique. Et il y a la question des valeurs. Et là, M. Macron essaie de se distinguer sur la question des valeurs en essayant de faire une différence qui serait fondamentale, essentielle entre les deux. Mais je suis désolé, ça va peut-être vous choquer au premier abord, mais je suis convaincu de la pertinence de cette réflexion. Lorsque vous distinguez ceux qui ne sont rien et ceux qui sont quelque chose, et que vous essentialisez ainsi une différence au sein de votre population entre les personnes qui ne comptent pas et d'autres qui comptent, c'est vous qui êtes en train de porter un discours fasciste. Lorsque vous refusez aux migrants... Fasciste, oui. C'est un fascisme d'essentialiser les personnes et de les réduire au néant. En termes de discours, c'est du fascisme. Quand vous refusez de la même façon, exactement de la même façon qu'un gouvernement d'extrême droite, comme celui qui est actuellement en Italie, d'accueillir des immigrants qui sont parqués dans des bateaux et qui sont en train de mourir de faim et de soif si on ne fait rien, exactement de la même façon qu'eux, vous ne vous permettez pas de donner des leçons dans la foulée. C'est insupportable. C'est insupportable, et il y a un moment où il faut mettre en cohérence un discours qui est censé se distinguer, où vous êtes censé représenter une forme de modernité, etc., et des actes, et en fait un fond qui est extrêmement similaire à celui des populismes contre lesquels vous prétendez combattre. Et là-dessus, je pense que M. Macron montre par son emportement et par ses coups de menton actuels une forme de fragilité très forte vis-à-vis en fait de forces dont il a du mal à se distinguer. Christophe Devoe, qu'est-ce que le professeur de rhétorique politique que vous êtes pense de ce discours d'hier? Là, je ne sais plus très bien parce que c'est la Coupe du Monde de football et je suis un peu pris à contre-pied par Macron systématiquement. Parce qu'il y avait... Alors d'une part, vous avez passé un extrait important, mais n'oubliez jamais qu'il y a un en même temps avec lui. Et qu'il a aussi dit qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, enfin, il a dit en d'autres termes, et que les gens qui le proposaient étaient des irresponsables. Donc il a envoyé, comme toujours, un coup à droite, un coup à gauche, depuis sa frégate élyséenne. Donc, encore une fois, où est-il, du coup? Moi, je crois que tout ça, c'est un petit peu de la gesticulation rhétorique, parce qu'il est très embarrassé, pour les 2 raisons que vous avez l'un et l'autre évoquées, évidemment, même si vous n'êtes pas forcément d'accord sur le fond, oui. Mais il est très embarrassé parce qu'il y a un Conseil européen qui arrive, un Conseil décisif sur la question de l'immigration. Et où Emmanuel Macron, on voit très bien ce qui est en train de se préparer avec les problèmes qu'a Angela Merkel, il va y avoir, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il va y avoir une restriction plus grande de l'immigration en Europe. Sinon, la cocotte minute explose. Et c'est tout le problème de l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une régulation de l'immigration, c'est-à-dire justement une distinction plus claire, plus nette, droit d'asile, immigration économique, vous aurez, dans 5 ans, la totalité, et c'est pour ça que j'ai toujours un problème avec l'éthique de conviction, qui veut toujours que la flamme soit pure, et ce serait merveilleux, mais dans 4 ans, tous les gouvernements modérés, on va dire, pour aller largement, auront sauté dans ce continent. Voilà. Alors, votre point de vue, vous l'exprimez sur les réseaux sociaux, sur le Figaro.fr, sur la page Facebook de Figaro Live et sur Twitter. Pascal Truteau nous dit qu'il est en train de se mettre tout le monde à dos, les États-Unis, la Russie, les pays de l'Est européen, l'Italie. Effectivement, on pourrait presque rajouter d'autres pays à la liste.
Madeleine de la Ravoir qui nous dit d'accord avec le président italien, Macron est insultant, ses critiques sont déplacées, qu'il s'occupe de la sécurité des Français. Tandis que Monique McFarlane nous dit on peut expliquer, justifier une position, mais un président insultant n'est représentatif d'aucune valeur. Étienne Girard, on va écouter votre point de vue sur ce sujet. Je voudrais juste vous faire écouter un point de vue avant, qui est celui de Benoît Hamon, le président du mouvement Génération.s, qui est un peu sur la même ligne que Juan Branco. C'est-à-dire qu'il dit en gros, c'est celui qui dit qu'il y est, et Emmanuel Macron ne vaut pas mieux, puisqu'en fait, il fait diversion pour ne pas parler d'une autre peste, la peste néolibérale. Regardez. La question est, malgré tout, n'y a-t-il pas aujourd'hui une autre maladie, une peste néolibérale qui démantèle les services publics, démantèle les protections sociales, remet en cause le droit du travail, finalement abat les défenses des citoyens, et qui ensuite conduit beaucoup de ceux-là, citoyens italiens, français, allemands, à basculer vers l'extrême droite, la xénophobie. Étienne Girard, un point de méthode. Est-ce que c'est justifié de mélanger ces deux sujets, c'est-à-dire la question sociale et la politique économique libérale globalement d'Emmanuel Macron avec la question des migrants ? Il n'y a qu'une seule mondialisation. Et c'est pour cette raison qu'on a des politiques néolibérales et qu'on a des migrants qui essayent de venir en Europe et notamment en France. Dans les deux cas, c'est parce qu'on est un pays ouvert. Exactement, c'est pas tout à fait dénué de pertinence de rapprocher les deux sujets. En l'occurrence, effectivement, il me semble que Emmanuel Macron était absolument à front renversé dans cette histoire, parce que j'observe que ce mot de lèpre, vous l'avez un peu rappelé, Valérie Toragnan, mais c'est un mot qui vient de l'extrême droite. Dans l'imagerie française, politique française, il y a un homme politique qui l'a utilisé, c'est Jean-Marie Le Pen. Et les lépreux, c'était les gens qui avaient le sida. C'était dans les années 80. Donc, de façon assez paradoxale, pour dénoncer les populismes et pour dénoncer le nationalisme, en fait, il reprend le vocabulaire d'une personnalité politique française xénophobe. Et de la même façon, il donne une leçon de morale, en quelque sorte, au peuple européen. Mais est-ce que lui peut se targuer d'être un humaniste intégral ou un fédéraliste intégral ? Absolument pas. Donc sa politique depuis un an ne dit absolument pas ça, notamment la loi Asile et Immigration. Donc avec Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il dit dans cette histoire ? Il est fort avec les mots parce qu'il n'est pas fort dans les actes. Oui, Valérie Toragnan, ce qui est impressionnant, effectivement. C'est le tweet du. Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui font. Oui, en fait, c'est ce que dit Salvini. Ouais. Il met le dos, ça fait mal en disant ça, évidemment. Ouais. Évidemment que c'est ça le sujet. En fait, est-ce que le discours est d'autant plus violent qu'il veut masquer une forme d'impuissance ? Oui, c'est une attaque. En fait, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque, et qu'il n'est pas très à l'aise sur ce sujet. Après, là où il a raison, c'est que lui-même, il est coincé. C'est-à-dire qu'il se rend bien compte, comme il dit souvent, je ne suis pas là pour dire des choses qui vont vous faire plaisir. Je suis là pour être dans un système de réalité, de réalisme politique. Et la question migratoire aujourd'hui, c'est une question de réalisme, c'est une question aussi européenne. Et c'est sûr que si il n'y a pas des mesures qui sont prises, ou si on n'articule pas, on ne gère pas, on ne met pas au point quelque chose de rationnel pour accueillir les gens qu'on doit accueillir et les accueillir bien, et puis ne pas accueillir tout le monde, eh ben voilà, si on donne l'impression d'hésitation, de laxisme, etc., le populisme, cette lèpre dont il parle, elle va aussi monter en France. Donc voilà, il faut s'en occuper des migrants, il faut s'en occuper bien, il faut s'occuper de ceux qu'on accueille, mieux que de ce qu'on fait actuellement, où il y a des cas qui sont vraiment pathétiques. Mais après, il a raison aussi de dire qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Donc voilà, il est un peu coincé, parce qu'il joue à l'humanisme, mais il ne l'est pas. Il ne peut pas se permettre de l'être, voilà, comme certains voudraient qu'il le soit. Mais c'est l'artifice d'une élection, en fait, qui repose sur un mensonge, en fait, qui est de dire qu'il était le dernier rempart de la démocratie face à l'extrême droite. On voit bien qu'en fait, les politiques... Face à Marine Le Pen, c'était pas faux, non ? Non, d'ailleurs, moi, personnellement, j'avais voté blanc à cause de ça, parce qu'on voit bien que les politiques qu'incarne Macron sont celles qui amènent à l'extrême droite. C'est celles qui mettent, et là, pour le coup, c'est quelque chose que Benoît Hamon a dit, mais je pense que tout le monde peut concevoir. C'est celles qui exposent les populations, les Français en l'occurrence,
à la violence du monde extérieur et à la violence économique qui fait qu'en gros, tous les ressorts qui permettaient à chacun de se sentir protégé en France, aujourd'hui sont dégradés par les privatisations, par l'abaissement des minima sociaux, par l'augmentation des inégalités, etc. Donc Macron incarne exactement ce qui fait que les gens se tournent vers l'extrême droite ou, dans une certaine mesure aussi, vers la France insoumise et des alternatives en fait, qui sortent du paradigme actuel. Et là, donc prétendre qu'en ayant voté Macron et qu'en ayant mis Macron au pouvoir, on avait mis à distance ce nationalisme et cette extrême droite, c'est une aberration, c'est une contradiction fondamentale et qu'il n'ait pas compris. Elle est encore et qu'il n'ait assez pas haute. compris ça, c'est extrêmement grave. Elle est encore assez haute dans les sondages, cette extrême droite. Christophe Devoogd, un dernier mot très vite. Oui, non, mais d'une part, je crois que c'est un peu contre-productif. Ça fait 2 fois qu'il attaque le gouvernement italien, ça fait 2 fois que l'autre lui répond. Du tac au tac, le berger à la bergère, et en fait il nourrit, parce que dans une stratégie rhétorique, eh bien, vous avez besoin d'un point d'appui, et là c'est une partie de ping-pong, et l'autre se régale. Et il sait très bien le faire, Salvini, qui est très bon. Donc je crois qu'il est un peu coincé, il est en effet un peu coincé. Je crois aussi quand même que, malheureusement, alors là, les analyses ne vont pas dans votre sens, c'est pas du tout pour des raisons économiques. Joue très très peu quand on regarde les sondages, on a toutes les motivations sur l'attitude vis-à-vis des migrants. On voit très bien que des pays comme la République tchèque, par exemple, qui se portent à merveille, ou l'Autriche qui se porte à merveille économiquement, et de plus en plus l'Allemagne, ou l'Angleterre au moment du Brexit, sont des pays qui n'ont aucun rejet de l'ordre libéral qui a l'avantage d'être un ordre de liberté. Et donc ces gens-là, tous les enquêtes d'opinion le montrent, sont préoccupés pour des raisons essentiellement de ce qu'on appelle l'insécurité culturelle. Je ne peux rien, ce sont les chiffres. Alors, un dernier mot à une de nos internautes, Matanza, qui nous dit « Il n'y a rien de xénophobe à vouloir rapatrier des clandestins et à casser des cartels de passeurs. » Ben voilà, c'était votre point de vue et vous avez pu l'exprimer. Vous parliez d'idées libérales, Christophe Devoogd. Il y a des gens qui peut-être sont en train de s'en éloigner. Figurez-vous, ce sont les Républicains, car des représentants éminents de ce parti proposent d'augmenter le SMIC et pas qu'un peu, massivement, plus 20%. Alors, ça a commencé cette semaine avec le vice-président du parti, Guillaume Pelletier, député du Loir-et-Cher. Au cas où vous l'auriez oublié, il était mardi dernier sur France Inter et voilà ce qu'il a dit. Pourquoi, par exemple, ne pas imaginer enfin en France la hausse du SMIC ? Je pense qu'il nous faudrait un électrochoc de 10, 15 ou 20%, avec en échange, parce qu'il ne faut pas que ça pèse sur les entreprises, une baisse des charges drastique. Alors, Guillaume Pelletier est connu pour, on va dire, être un des tenants de la droite sociale, assez peu libérale, mais voilà que même la très sérieuse Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, a volé à son secours, a soutenu cette proposition. C'était hier sur RMC. Je pense qu'il faut augmenter le SMIC net de 20%, pas le SMIC brut. Alors je m'explique, c'est pas facile à comprendre. Aujourd'hui, le SMIC net, c'est à peu près 1 000 euros, un peu plus de 1 000 euros. Un peu plus, 1100 euros. 1100 euros. Hmm. Si on l'augmente de 20% le SMIC net, ça veut dire qu'on le passerait à 1 300 euros. 1 300 euros, mais ces 200 euros, il faut les prendre sur les charges sociales qui pèsent sur les salaires. Alors, pour autant, il n'y a pas vraiment consensus chez les Républicains pour cette mesure. Ça a même empêché de dormir Éric Woerth, qui n'est pas un ancien ministre du budget pour rien. Il a envoyé ce tweet à 2h06 du matin. Cette idée d'augmenter de 20% le SMIC est une proposition d'un autre siècle, faussement démagogique. Étienne Girard, moi je ne comprends plus rien. Je pensais que la droite, c'était des gens qui étaient plutôt raisonnables et qui ne voulaient pas augmenter trop les salaires. Oui. Ils ne sont pas d'accord. Ce que vous venez de montrer le prouve évidemment, mais tout dépend sur qui on prend l'argent. Et c'est sur ça que va porter le débat à droite ces prochains mois, ces prochaines années. On le voit bien, puisque Valérie Pécresse a été extrêmement maligne en ne contestant pas la proposition de Guillaume Pelletier, mais ce qu'elle dit est absolument différent et n'a rien à voir, puisque s'il s'agit de baisser les charges, il s'agit d'une proposition finalement qui est tout à fait favorable à l'entrepreneuriat et au patronat. Oui, parce que les patrons sont d'accord, ça ne leur coûtera pas plus cher, puisque si ça leur coûte pas plus cher, l'augmentation de salaire sera compensée par une baisse des charges, serait compensée avec Valérie Pécresse. Exactement. Mais force est de constater qu'il y a une inclinaison à droite depuis l'élection de Laurent Wauquiez, qui est sans doute affaire d'électorat politique visé. En clair, depuis qu'Emmanuel Macron campe des positions libérales, la droite républicaine est en train de se dire que ce serait bien que les gens qui votent aujourd'hui Front National votent demain pour les Républicains. C'est comme ça, il me semble, qu'on peut expliquer ce changement de pied relatif depuis quelques mois.
Vous croyez que c'est purement tactique ou ils sont sincères quand ils proposent ça? Eh bien, ça dépend qui. Valérie Pécresse, je pense que c'est purement tactique. Guillaume Pelletier, oui, il me semble. Alors lui, il a un parcours politique qui montre, il a toujours été souverainiste, donc avec des positions sociales par ailleurs. Donc lui semble plutôt sincère. Et c'est vrai que Laurent Wauquiez, ça fait des années. Alors il a commencé sa carrière en étant plutôt libéral. Mais c'est vrai que ça fait des années qu'il campe des positions sociales depuis qu'il s'est investi dans sa région d'Auvergne-Rhône-Alpes et où il vise un électorat rural. Christophe Devoogd, est-ce que vous vous réjouissez de ces préoccupations sociales de la droite républicaine? Mais vous savez, moi je suis un peu étrange, moi j'aime les lettres, mais j'aime aussi les chiffres, vous savez, comme dans le jeu télévisé. Et moi j'ai regardé un petit peu ce que ça voulait dire tout ça, parce qu'en fait, on a dit dans les commentaires, comme aussi dans nos hommes politiques, je ne sais pas s'ils sont sincères, en tout cas ils ne disent pas toujours des choses pertinentes et justes. Je vous rappelle qu'en France, il y a une particularité du SMIC, c'est que les charges patronales sont quasiment nulles sur le SMIC. Donc c'est en effet sur la partie des cotisations sociales payées par le salarié, et c'est ce que veut dire Valérie Pécresse, qu'il faudrait donc travailler en quelque sorte. C'est-à-dire baisser ce que paye le salarié en cotisation sociale. Mais ça pose... Alors moi, je suis tout à fait favorable en principe parce que les libéraux sont pour, justement, la lutte contre la pauvreté. C'est la différence avec d'autres courants politiques. Donc, évidemment que ce serait très bien d'augmenter, mais ça a un inconvénient majeur, et ça m'étonne un peu que Valérie Pécresse ne l'ait pas vu, c'est que vous avez automatiquement ce qu'on appelle un écrasement de la hiérarchie des salaires, et que vous avez automatiquement une situation absurde qui se produit, j'ai fait le calcul, que si vous supprimez les cotisations sociales au SMIC, ceux qui gagnent 1,2 SMIC gagneront moins que ceux qui gagnent le SMIC. Est-ce que vous voyez l'effet? Oui, parce qu'eux continueront à payer des charges. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle les effets de seuil. Et la France est spécialiste de ça, c'est-à-dire qu'en voulant aider celui qui est au plancher, on va mettre celui qui est juste au-dessus dans une position inférieure. Ce qui va entraîner évidemment une inflation salariale, ce qui va entraîner une inflation de revendications, ou alors l'effondrement de la collecte des cotisations sociales, ce qui, moi, en tant que libéral, ne me gênerait pas du tout d'ailleurs. Alors, nos internautes partagent plutôt vos réticences. Nous avons posé la question sur Twitter en proposant d'augmenter le SMIC de 20%. La droite est-elle enfin sociale? Vous êtes 2/3 à nous répondre non. Voici quelques commentaires en vrac. Celui d'Élan, les Républicains disent n'importe quoi pour récupérer 2 ou 3 voix. Comment Pécresse va-t-elle compenser la baisse des charges? Antimac nous dit Guillaume Pelletier et Valérie Pécresse sont à côté de leur pompe. Pardonnez-moi l'expression. Ce n'est pas l'avis de Marie-Christine Covy qui dit tous les citoyens français devraient recevoir un salaire qui permet de vivre décemment. Il faut que les autres se serrent la ceinture. Valérie Toragnan, votre point de vue sur ce sujet? Mais je pense qu'aujourd'hui, les Républicains sont un peu fébriles, c'est-à-dire que Macron est en train de récupérer, d'ailleurs on l'a vu dans les récents sondages de popularité, il perd 9 points chez les sympathisants République En Marche, et par contre il gagne 9 points du côté des Républicains. On imagine que ce sont des gens de droite, des sympathisants de droite ou des affiliés, qui sont des gens sensibles à une politique libérale que les gouvernements de droite jusqu'ici n'avaient pas fait, que Hollande n'a pas fait non plus, et que finalement ils se reconnaissent tout à fait dans Macron. Aujourd'hui, il siphonne l'option libérale, économique, Macron, et il reste quoi à Wauquiez, même à Pécresse, même si entre eux ils ne sont pas tout à fait d'accord, il reste un couloir qui pourrait être une droite nationale, souverainiste et sociale. Et ça rappelle un peu le Chirac des années 70-80. Il fallait créer un parti, un grand parti populaire, travailliste, national, et c'est un peu dans cette direction-là qu'a envie d'aller. Quand Chirac voulait réduire la fracture sociale. Mais c'est ça, une vision sociale de la droite. Et il est là parce que de toute façon, il est un peu en corner, puisque nous sommes en Coupe du Monde, et qu'il faut bien qu'il trouve aussi une articulation. Donc il y a beaucoup de choses aussi tactiques sur ce positionnement. Voilà, donc c'est une façon de aussi trouver ses marques, et c'est pas évident en ce moment pour la droite de trouver ses marques. Alors comme je vous sens tous assez critiques vis-à-vis des Républicains, je me tourne vers Juan Branco pour qu'il puisse prendre la défense, s'il le souhaite, de cette droite enfin sociale. La question qui se pose, c'est, il y a toujours une marge d'ajustement budgétaire à chaque changement de majorité qui va être de l'ordre de 50 milliards d'euros sur les 500 milliards du budget, qui peuvent être répartis un peu comme le choisissent les forces politiques qui gagnent. Donc en soi, c'est pas inconcevable que quelque chose de cet ordre soit fait. Sauf que quand il parle de baisse des cotisations sociales, qui sont des cotisations et pas des charges,
pardon de le rappeler, ça veut dire qu'en gros, ils vont toucher à l'assurance, à Pôle emploi, c'est-à-dire qu'ils vont à l'assurance chômage, c'est-à-dire qu'en gros, ce qui n'est pas dit, c'est qu'en gros, ce que ça implique, c'est une réforme de l'assurance chômage qui va réduire les aides à la réinsertion des personnes. C'est une vision qui peut être défendue, c'est-à-dire vous avez une vision libérale dans laquelle vous augmentez les qualités de vie des travailleurs. Et en échange, vous réduisez les aides à la réinsertion en pensant que ça va stimuler les gens à venir au travail plus vite. Il y a ça, et il y a l'autre question qui est aussi la question de la réforme de l'assurance maladie, qui est aussi un des projets qui était porté par Fillon, qui permettrait aussi de réduire en fait le taux de prélèvement en créant des assurances privées pour prendre en charge la médecine. Donc cette proposition ne veut pas dire que la droite change complètement le logiciel et devient tout d'un coup une sorte d'un progressisme humaniste de gauche, voire d'extrême gauche. Au contraire, ça peut avoir en fait une cohérence dans un projet libéral assez marqué, qui a une difficulté, à mon avis, une insuffisance majeure. C'est-à-dire que ça se fait dans un cadre qui reste européen, dans le cadre, en fait, cette augmentation des salaires sans restriction à la circulation des marchandises et des emplois va faire qu'en gros, on va avoir une perte de compétitivité très importante vis-à-vis d'autres pays, et que par ailleurs, justement, les gains en termes de consommation que l'on obtiendra feront qu'on va acheter plus de produits étrangers, et que donc la machine économique ne va pas être forcément relancée. Donc même en termes macroéconomiques, c'est un peu complexe comme proposition. C'est un manque de cohérence. Moi, je pense que le grand non-dit de ce débat, et je sens que le débat ne va pas avoir lieu malgré les élections européennes, encore une fois, c'est cette Europe-là, c'est est-ce qu'on sort de l'Europe, est-ce qu'on reste dans cette Europe. Et là, évidemment, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas trancher parce que le leadership n'est pas fort au sein de la droite actuellement, pas suffisamment fort pour imposer une décision claire à ce sujet sans explosion du parti. Alors justement, là pour le coup vous faites le même constat qu'Emmanuel Ménard, qui est député de l'Hérault, député d'hiver droite, mais on va dire plutôt à droite des Républicains. Ce matin sur LCP, elle dit mais en fait le problème de la droite, c'est pas un problème de manque de chef, c'est un problème de cohérence d'idées. Regardez. Je pense que cette union des droites, elle doit surtout se faire, encore une fois, par le peuple, par la base, par l'électorat, et pas par les appareils politiques. Il faut un chef, mais il faut d'abord un corpus d'idées, un corpus de valeurs communes. Étienne Girard, est-ce que la droite peut retrouver ce corpus d'idées quand on voit toute la distance qu'il peut y avoir entre un Guillaume Pelletier et un Éric Woerth ? Évidemment, il y a encore 4 ans avant l'élection présidentielle, mais pour ça, il faudra un leadership fort. Et ce leadership, aujourd'hui... Donc pour vous, il faut trouver le chef d'abord ? Oui, parce que la politique, mine de rien, ça s'incarne quand même dans des hommes, parce que l'élection qui compte en France, c'est l'élection présidentielle. On voit bien qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne mal à droite, c'est ça. On a un chef qui a été élu largement, à plus de 70%, Laurent Wauquiez, et qui pourtant a une légitimité contestée au plus haut de son camp. On a l'impression que finalement, il est le chef formel des Républicains, mais que le chef dans les idées et le chef un peu spirituel, c'est toujours Nicolas Sarkozy. La droite n'a toujours pas tourné la page des années Sarkozy. Et aujourd'hui, on a une vraie cassure au niveau des idées, et notamment au niveau de l'Europe à droite, et elle pourra être résolue que par une victoire nette, incontestée, d'un nouveau chef. Oui, le problème, c'est qu'on la verra quand, cette victoire, on ne sait pas. Ça, oui. Christophe Devoc. Non, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été un peu dit, notamment par Valérie Touragnan, sur la situation du couloir à trouver pour Laurent Wauquiez, mais on voit très bien, d'ailleurs, on voit un peu trop, je crois que c'est ça son problème de crédibilité, c'est que les gens voient trop que c'est tactique. Cette idée qu'il faut, en soi, cela dit, il faut quand même rappeler historiquement parlant, c'est un petit peu mon domaine, qu'une droite conservatrice et sociale, c'est pas quelque chose de très nouveau. Ça a depuis longtemps existé. Il y a eu toujours un courant, notamment dans le gaullisme social, mais même, là c'est moi qui vais vous choquer, mais même dans le pétinisme, il faut avouer qu'il y avait une dimension sociale. Je vous rappelle les allocations familiales, par exemple, que nous défendons, et beaucoup de choses que nous défendons du modèle social français sont issues, non pas du Conseil national de la résistance, comme on dit, mais de la législation de Vichy. Et oui, c'est très intéressant. L'allocation familiale, ça a été inventé par Vichy. La généralisation, oui. Oui, mais il y a un tas de choses comme ça que j'en aime pas rappeler. Bon. Et vous avez donc une tradition dans la droite française, très sociale, qui n'est justement pas, et là je ne suis pas du tout d'accord avec vous, la tradition libérale. Et on voit très bien que cette droite-là, évoquée en est l'incarnation, s'éloigne sur tous les sujets, en matière d'Europe, en matière de nationalisme, en matière de politique migratoire, de tous les sujets, il s'éloigne de la tradition libérale qui a toujours été, rappelons-le en France, très minoritaire et finalement incarnée par ce qu'on appelait autrefois l'UDF et encore, ce qu'on appelle aujourd'hui l'UDI, et une petite partie des Républicains. Mais lui, il se repositionne sur un logiciel qui, historiquement,
peut fonctionner à droite. La question, je suis d'accord avec vous, c'est est-ce que lui peut l'incarner? Le mot de la fin restera aux internautes sur ce sujet. Christophe78 qui nous dit avec un SMIC trop bas et un assistanat trop haut, certains secteurs d'activité ont des difficultés à recruter. Sich nous dit c'est le SMIC est devenu le salaire de référence au lieu d'être un salaire plancher, et anti-Mac, tout le monde risque de se retrouver au SMIC ou presque. Effectivement, c'est une autre façon de parler de l'écrasement des rémunérations. On parle beaucoup d'Europe depuis le début de cette émission, même quand on parle du SMIC, on va continuer, mais cette fois-ci, on va descendre un peu vers le sud. Les ministres de l'économie de la zone euro, ils sont au nombre de 19, étaient réunis jusqu'à hier soir tard au Luxembourg pour travailler sur la sortie de la crise de la Grèce. Alors, vous vous souvenez, la Grèce, elle était en quasi-faillite il y a 8 ans maintenant, parce qu'elle s'était endettée de façon déraisonnable. Les pays de la zone euro lui ont prêté beaucoup d'argent, 275 milliards d'euros. Et les ministres de la zone euro ont considéré que la Grèce avait fait tous les efforts qu'il fallait, de rigueur et de meilleure gestion, et que donc elle était quitte. Elle devra évidemment rembourser sa dette, mais pas tout de suite. Ça devait commencer en 2022. Finalement, ça commencera qu'en 2032. Et il y en a au moins un qui est ravi de ces résultats, c'est Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques. Il était ce matin à Luxembourg pour tirer les enseignements de cet accord. Ce n'est pas un moment banal, c'est un moment exceptionnel et c'est un moment historique. La crise grecque s'achève ici à Luxembourg cette nuit. Nous sommes arrivés au bout de ce chemin qui a été si long et si difficile, qui a été un peu long ce soir, mais qui, je crois, a été bien préparé. Étienne Girard, on a titré cette partie de l'émission de façon un peu provocante, dette grecque, ils ne rembourseront jamais, point d'interrogation, puisqu'ils sont supposés commencer en 2032 et terminer en 2069. Puis de toute façon, ils n'ont pas l'argent pour rembourser cette dette. Aujourd'hui, ils n'ont pas l'argent. Peut-être qu'ils ne rembourseront jamais, en effet. Mais est-ce que c'est si grave? Je ne sais pas, je me pose la question. Parce qu'à qui doit rembourser cet argent? À des fonds d'investissement, à une économie casino qui a misé sur la dette avec des intérêts intéressants pour augmenter les profits de certains dirigeants. Donc voilà, au risque de vous choquer, il me semble que bien sûr la dette doit être remboursée, mais si jamais on avait un défaut entre aujourd'hui et 2069, je ne serais pas le plus chagriné. La potion qu'ont eu à avaler les Grecs depuis que l'accord a été trouvé avec la Troïka a été particulièrement amère, faut bien le dire. Et la crise pour eux, contrairement à ce que dit Pierre Moscovici, elle ne s'arrête pas là, puisqu'ils vont rester sous haute surveillance et ils vont devoir continuer les réformes structurelles. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on peut au moins faire quitus aux Grecs de faire énormément d'efforts et ne pas les soupçonner tout de suite de chercher à ne pas rembourser leurs dettes. Valérie Toragnan, elle se termine bien alors cette crise grecque finalement? Je trouve ça assez présomptueux de la part de Moscovici. Évidemment, on comprend. Lui, il veut apparaître comme l'homme qui aura réussi à régler la crise grecque. Je ne sais pas si c'est fini. En tout cas, dont acte, il y a eu un travail incroyable qui a été fait pendant 8 ans. Franchement, coup de chapeau à ce dirigeant de la gauche radicale qui s'est transformé en super soldat libéral et qui a réussi. Le Premier ministre Tsipras. Qui a réussi au prix de 450 réformes, d'une impopularité et d'une pilule amère, comme on disait tout à l'heure, à quand même remettre les choses en ordre de marche. Donc il n'y a pas d'autre chose à faire que de soutenir la Grèce aujourd'hui. On a évité le pire. C'est un exemple aussi de ce que l'accompagnement a pu réussir à donner de façon positive. Je ne pense pas qu'on est sorti de la crise. Je ne sais pas si cette dette sera réglée. Mais ce n'est pas très grave, vous pensez ça aussi? Je pense que c'est le plus grave aujourd'hui serait de faire une surenchère financière contre les Grecs et de ne pas donner à Tsipras un peu d'oxygène par rapport au peuple grec, à sa population, à ses électeurs, pour que quand même il y ait un espoir que, de nouveau, il puisse être sur les marchés, il puisse emprunter, il puisse réinjecter de l'argent dans l'économie et que les choses, qu'il y ait un début de bout du tunnel pour les Grecs. Si de nouveau on rentre dans un discours extrêmement raide et froid, et ça n'a pas l'air d'être le chemin,
ce serait catastrophique. Donc surtout, il faut les soutenir en ce moment. On vous a posé la question sur Twitter. À votre avis, les Grecs rembourseront-ils un jour leurs dettes? Eh bien, vous êtes 87% à considérer que non. Christophe78 qui nous dit « Ils ont de la chance, les Grecs, avec ce qui se passe en Italie. Bruxelles fait preuve de patience avec eux. » C'est une remarque intéressante. Antimac 2.0 nous dit « Nous faire croire que la crise grecque est finie, c'est démagogique. Ils ont encore 160% de dette. » Oui, je crois même que c'est un peu plus que ça. Ouais, 180% du PIB, c'est-à-dire que leur dette représente 180% de ce que l'économie crée comme richesse chaque année. Juan Branco, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que Tsipras a beau va mener une politique extrêmement rigoureuse, restrictive, presque thatchérienne, il reste assez populaire, il est toujours au pouvoir en Grèce. Enfin, il est toujours au pouvoir, mais il n'est pas pour autant populaire. Je pense qu'il y a une grande déception de la part de sa base électorale qui a énormément souffert. Je pense que dire que cette affaire a été gérée, c'est complètement scandaleux. Quand on voit les taux de suicide, la destruction de la vie de dizaines de milliers de personnes, voire de centaines de milliers de personnes, je pense que c'est un vrai délire de dire que la crise grecque a été réussie. Disons qu'ils n'ont pas fait faillite. Ça, c'est quand même une bonne chose. Le pays a été détruit n'a pas été ruiné. Cause des formules. Il a été ruiné et détruit à cause des formules extrémistes libérales qui lui ont été appliquées pendant 10 ans, alors que dès le départ, qui ont fait exploser cette dette publique, qui était bien inférieure au moment du début de la crise, qui ont été imposées contre toute logique et qui ont accru cette crise jusqu'à la rendre complètement débordante et faire que... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est en capacité de renoncer à la demande de remboursement de cette dette? Parce que cette dette a été rendue commune à l'ensemble des États de l'Union européenne, alors que jusque-là, elle était détenue par qui? Par les banques des pays concernés. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que c'est ces banques qui se sont rémunérées sur le peuple grec en prêtant à des taux exorbitants, en leur permettant cette fuite en avant, et c'est nos gouvernements, pour éviter la faillite de nos propres banques, qui sommes intervenus pour nationaliser ces dettes. C'est pas un effet domino. C'est pas du tout pour sauver le peuple grec qu'on a fait ça. C'est pour sauver la BNP, la Société Générale, qui avait prêté de façon complètement inconséquente à un gouvernement qui ne réussissait pas à tenir justement ses engagements et qui ne voulait pas le tenir à l'époque, le PASOK, la gauche socialiste et autres, et qui, à ce moment-là, ont décidé d'accompagner cette fuite jusqu'à un moment où on s'est dit, mais en fait, si en effet on n'intervient pas, si l'État n'intervient pas, on fait s'effondrer notre système financier qui en fait était coupable. Et donc là, ce à quoi on renonce aujourd'hui, c'est à récupérer pour l'État, donc pour le bien commun, de l'argent qui a été en fait gaspillé et mis en danger par quoi ? Du fait des banques qui voulaient en fait faire des profits dans ce pays. Évidemment, il y a une responsabilité politique majeure de la part du gouvernement grec. Il ne s'agit pas de dire c'est le monde financier contre la politique, c'est pas le sujet. Oui, parce qu'ils ont quand même planqué pas mal de leur déficit. Hein. Avec l'aide de qui? Mais ça, c'est très intéressant. Qui a fait les études qui a permis de planquer ces dettes? Vous le savez, vous vous souvenez? Absolument. C'est la Goldman Sachs. D'une grande banque américaine bien connue. Qui s'en est très bien tirée. Christophe de Vogt, est-ce qu'ils s'en sortent bien finalement les Grecs? Puisque c'est vrai qu'ils ont fait des efforts, mais leurs dettes, ils ne sont pas prêts de la rembourser quand même. Oui, mais alors j'ai envie... Deux choses, j'ai envie de vous dire, en effet, je suis assez d'accord, Monsieur Moscovici il a été un petit peu triomphaliste. Hein. Il veut se faire lire aux Européennes. Voilà. Enfin, oui, entre autres. Élections, je crois que c'est un petit peu aussi sur le tempérament, comme le dotait perfidement Guillaume Roquette. Mais il y a aussi quand même cette question que les chiffres, là encore, sont les chiffres. C'est-à-dire que de toute façon, la charge de la dette, à terme, même étalée, sera insoutenable. J'ai envie de vous dire quand même, poser une question peut-être qu'il faudra poser un jour aux internautes. Est-ce que la France va rembourser sa dette? Non. Bon, voilà. Pourquoi on pose toujours la question Est-ce que l'Allemagne va rembourser sa dette? Oui, parce que l'Allemagne est en train de le faire. L'Allemagne peut le faire parce qu'elle est en excédent budgétaire. Elle est en train de le faire, mais nous ne la rembourserons pas. Et c'est là d'ailleurs qu'il faut quand même bien préciser. Là, moi, je suis plutôt d'accord avec. Il faut quand même savoir que cet argent dont il était question là, ces sommes-là, c'est pas du tout les fonds spéculatifs, comme vous avez dit. Hein. C'est l'argent du Fonds de stabilisation monétaire européen, c'est-à-dire l'argent public de l'Europe. C'est pas du tout les fonds, je ne sais lesquels. Ils sont sauvés. Ils ont fait leur décote il y a 10 ans et ils ont très longtemps depuis, terminé. Mais c'est de l'argent qui n'a pas simplement servi à rembourser les banques. Il y a eu énormément d'argent rajouté, puisque les créances des banques, elles ont été réglées au moment de la crise grecque. Et chaque année, depuis la crise grecque, il y a des milliards d'euros qui sont prêtés à ce pays. Moi, je vous le dis franchement, j'étais plutôt favorable à la sortie de la Grèce de l'euro. D'ailleurs, ça aurait permis d'avoir un bon cas d'économie appliquée, c'est-à-dire de voir ce qui aurait été plus grave pour les Grecs de rester dans l'euro ou d'en sortir. Je ne suis pas persuadé qu'en sortir n'aurait pas provoqué encore plus de suicides et carrément même une guerre civile. Ça aurait été, ne serait-ce que pour cela, à mon avis, ça aurait été assez instructif. Pourquoi une guerre civile? Mais parce que ça aurait été la lutte de tous contre tous face à une situation de faillite. Et déjà, vous savez qu'il y a eu quand même pas mal d'émeutes, c'est-à-dire de gens qui... des oppositions. Les Grecs sont assez, vous le savez, socialement divisés. Hein.
il y a aussi des privilèges fiscaux, il y a enfin toutes ces choses-là. Il y aurait eu vraiment une question majeure, immédiate, d'une faillite avec sa monnaie propre. Et là, qui aurait prêté à la Grèce? Personne. Valérie Tornion, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de gens, ou pas beaucoup de raisons plutôt d'être optimistes sur la construction européenne. Il y a peut-être au moins celle-là, c'est que finalement les Allemands n'ont pas laissé tomber les Grecs. Oui, c'est vrai. Alors soyons optimistes. Bon, maintenant, peut-être qu'ils font un autre calcul, les Allemands. C'est qu'il paraît qu'aux prochaines élections qui vont avoir lieu en 2019, c'est le candidat plutôt à droite et libéral qui serait haut dans les sondages. Et peut-être que c'est le favori d'Angela Merkel et qu'elle se dit... En Grèce. En Grèce, oui, absolument. Absolument. Et donc, si ce coup d'après, c'est ce candidat-là qui vient au pouvoir, elle est plutôt... sécurisée, tranquillisée, c'est pas du tout dit que ce sera lui. Si elle est encore au pouvoir. Et si elle-même est encore au pouvoir, ça fait beaucoup de si. Mais voilà, peut-être que c'est aussi ce qui tempère. Puis elle a beaucoup de soucis en ce moment, Angela Merkel, donc elle est peut-être moins sur ce dossier qu'elle a pu l'être. Y compris à l'intérieur, avec sa majorité, notamment la CSU. Quelques points de vue des internautes. Nick Lagauche qui nous dit, alors je ne sais pas si c'est la gauche, mais je ne sais pas très bien comment on prononce parce que c'est probablement un pseudonyme. Les Grecs ne rembourseront pas, et ce n'est pas grave en soi, car ce sont des obligations infinies. Siche nous dit, l'entrée dans l'Union européenne a engendré ces problèmes, et il ajoute, il faut mieux ne pas pouvoir emprunter que de s'enfoncer à ce point dans l'endettement. Et c'est vrai que s'ils n'avaient pas été membres de la zone euro, les Grecs n'auraient probablement pas pu s'endetter à ce point. Il nous reste quelques minutes pour traiter un dernier sujet. Je ne sais pas où vous étiez hier soir tous les quatre pour la fête de la musique. Peut-être étiez-vous à l'Élysée. En tout cas, si c'était le cas, voilà ce qui s'y passait. La musique électro, c'est bien, je trouve ça un peu répétitif, mais moi, 30 secondes, ça me va. Donc, il y avait hier soir au Platine un certain nombre de musiciens très connus de cette musique électronique, dont DJ Kid Ismail, fils d'immigrés noirs et PD, c'est pas moi qui le dis, je me permettrai pas, mais c'est écrit sur son t-shirt. Et donc, il y avait des danseurs qui sont des actifs dans les réseaux LGBT queer, vous avez vu, j'ai travaillé, et donc étaient en maillot, en résille, avec des mini-shorts, et qui donc se trémoussaient sur le parvis de l'Élysée. Est-ce que c'est une bonne idée, Valérie Toragnan, d'organiser ce genre de fête? Moi, j'avoue que j'ai un peu fait le rapprochement avec Emmanuel Macron, reprochant à un lycéen de ne pas être suffisamment respectueux avec lui. Est-ce que c'est respectueux des lieux que de faire ça? Moi, j'ai fait le rapprochement avec le carnaval. Vous savez, le carnaval, à l'époque médiévale, c'était le jour dans l'année où tout s'inversait, où on ne savait plus qui était homme, qui était femme. Les puissants devenaient pauvres, les pauvres devenaient puissants, et on ne savait pas qui faisait quoi et qui était qui. Et là, j'ai l'impression que cette fête du 21 juin de la musique, c'est un peu devenu ça. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a une possibilité de faire, dans l'enceinte de l'Élysée, de faire venir des gens qui, après tout, pourquoi pas, de la musique techno, électro, c'est aussi une réalité d'aujourd'hui. Vous savez, au 19e siècle, la valse était considérée comme un attentat à la pudeur. C'est-à-dire qu'on pouvait considérer, c'est vrai, hein, il a fallu du temps, il y a eu beaucoup de réticences pour introduire dans les soirées bourgeoises et le tango après. Voilà. Donc à chaque époque, à ces tabous et ces danses obscènes que d'autres ne supportent pas. Donc moi, j'ai tendance à beaucoup relativiser et dire, voilà, c'est une fête, c'est un moment particulier. N'allons pas chercher des interprétations et des sous-textes. Le DJ a fait son coming out. Oui, c'est même pas un coming out, parce qu'on le sait, ce qu'il est, il le masque pas, il le cache pas sur son compte Facebook. Il est fils d'immigrés, noir et PD, c'est lui qui le dit. Il affirme. On est dans une société où tout le monde s'affirme, hein, sur son compte Twitter, sur son compte Instagram, sur les réseaux sociaux. Il le fait, et une manière de dire, moi je suis moi, et on est dans une société comme ça. Donc après tout, c'est le reflet d'une époque. Moi, ça me choque pas terriblement. Alors, on
on vous a posé la question sur Twitter. Transformer l'Élysée en boîte de nuit pour la fête de la musique, est-ce une bonne idée ? 50% d'entre vous considèrent que non. Alors, ceux qui ont voté, ça part, c'est sur le volontariat. Et puis, ce commentaire assez drôle de Christophe qui nous dit « Espérons qu'ils n'ont pas cassé le nouveau service de table ». Rassurez-vous, cher Christophe, je crois qu'il n'a pas encore été livré. Juan Branco, ça vous a choqué ou vous trouviez ça plutôt sympathique, cette initiative ? Moi, je trouve qu'en fait, on est dans une république vieillissante et un régime qui, du coup, faute de référence à la République, parce qu'en fait, il s'inscrit dans une tradition monarchique depuis plusieurs siècles, est obligé d'essayer de se réinventer une assise et dans un entre-deux où il est d'un côté complètement ringard et singe une autorité qui ne fonctionne pas, et avec des grandes démonstrations de pouvoir, et de l'autre, derrière, essaye de compenser pour essayer quand même de se raccrocher, parce qu'on voit bien qu'il y a une incohérence dans le rapport symbolique au pouvoir aujourd'hui. Après, l'Élysée, ça a toujours été un palais bourgeois où il y avait des grands bals au 19e siècle, sous Bonaparte. Voilà, j'allais dire un palais de luxure. C'est un endroit qui n'incarne rien, dont il faudrait s'interroger, où il ne s'est jamais rien de passé, historiquement parlant, d'intéressant. Moi, si j'avais été Macron et si j'avais eu un moment la grandeur qu'il dit avoir, je m'aurais interrogé sur un déplacement du lieu de pouvoir et l'investissement d'un lieu, justement, qui ait du sens, qui fasse symbole, dans lequel on n'aurait pas besoin de s'agiter comme ça en faisant des trucs où on essaie de montrer qu'on est de gauche et de droite. D'un côté, on fait des leçons, de l'autre, on fait venir des icônes LGBT qui détestent Macron. Pour de très bonnes raisons par ailleurs, c'est pour ça que ce t-shirt est là, c'est pas juste gentillet, c'est une façon de marquer sa différence et de montrer qu'il n'y a pas approbation par sa participation à cet événement. Oui, parce qu'il est contre la loi asile-immigration. Notamment, évidemment. Et donc, à partir le jeune de là, Kid Ismail dont on parle. Oui. Voilà, donc là on est face à, en fait, pour moi, le pouvoir de Macron, c'est un pouvoir qui, contrairement aux apparences, est un pouvoir chancelant parce qu'il ne sait pas où aller, il ne sait pas comment réinventer en fait la fonction qu'il a adoptée, et du coup il n'arrive pas à donner une cohérence, et il s'en réduit à des artefacts de communication comme celui-là. Étienne Gérard, sur Twitter, j'ai vu cette vidéo accompagnée de ce message. Aurait-on imaginé le général de Gaulle faire ça, 3 petits points ? Ça vous paraît une bonne remarque ou après tout, les temps changent ? À l'époque, ça aurait été les Beatles. Ouais. Non, mais comme ça a été rappelé ici, le Palais de l'Élysée a toujours servi à des manifestations culturelles, mais qui étaient pratiquées en secret. Voilà, il n'y avait pas de caméra à l'époque. Qu'un jour par an, il y ait une manifestation culturelle, un renversement relatif des mœurs habituelles dans ce palais-là, moi, ça ne me choque pas. J'y vois quelque chose de relativement réjouissant. Mais ce qui m'a choqué, en revanche, je dois dire... C'est que ça coûte un pognon de dingue pour reprendre la couverture de votre magazine. Ce serait intéressant d'avoir le coup, en ouais. effet. Oui, on pourra avoir ce débat. Non, ce qui m'a choqué, juste au niveau de la forme, c'est l'attitude d'Emmanuel Macron par rapport à cette manifestation-là. Il y a un autre extrait, il est monté en haut des marches comme sur un piédestal, et il a déclamé à la foule présente « Je suis très heureux de vous avoir accueilli en ce lieu ». Là, j'ai cru relire la première scène, le premier chapitre de Gatsby le Magnifique, vous savez. Alors là, comme un espèce un mania qui recevait la bonne société chez lui. Mais non, il n'est pas chez lui, il n'est pas roi. Ce lieu appartient au peuple français, c'est à les propriétés de l'État. Et d'ailleurs, l'invitation disait « Brigitte et moi vous accueillons ». Ce qui est complètement délirant. Brigitte et moi, c'est un peu comme maintenant il veut se faire construire sa piscine au Fort de Brégançon. Il y a un moment, il faut qu'il revienne sur Terre, qu'il se construise une piscine au Touquet et qu'il s'interroge un peu sur cette appropriation de la République qu'il est en train de mettre en œuvre. Ouais. Alors, quelques commentaires. Monique qui nous dit non, ça n'était pas respectueux cette soirée. Flora Agodor, on se lâche à l'Élysée, mais on s'insurge quand un lycéen se lâche en disant ça va Manu. Et Antimac qui nous dit le show de l'Élysée était consternant de médiocrité. Christophe Devogue, est-ce que vous êtes amateur de musique électro ? Moi, je suis toujours amateur des questions que vous mettez toujours à la fin de votre émission et qui sont comme la vaisselle de l'Élysée, une fois, ou d'autres qui sont apparemment anecdotiques, mais qui en effet peuvent faire signe ou absence de signe, comme je vous remercie, c'est pour ça qu'effectivement on les pose. Non, mais c'est vrai que là, moi, je m'interroge plus un peu quand même sur le message, parce que c'est pas n'importe quelle musique, ça, et c'est pas n'importe quel groupe. Il y a quand même, je pense, un message là où il veut affirmer quand même sa dimension quand même moderne, même postmoderne, je dirais postmoderne, avec justement un groupe qui se revendique... Nouveau Monde. Oui, Nouveau Monde, avec un groupe qui se revendique LGBT, puis qui n'est pas n'importe quel LGBT, qui est aussi, n'oublions pas, LGBT de couleur, c'est très important, c'est né aux États-Unis ce mouvement, et il est incarné en effet en France par Kid Ismail. Mais, et là aussi, il y a un message peut-être... Alors, la question qu'on peut poser, peut-être plus sérieusement, c'est est-ce que ça c'est un signe par rapport à l'idée de communauté, au communautarisme, etc. Moi, point d'interrogation, parce que c'est en effet
une communauté, au sens vraiment américain du terme. Est-ce que ça dit quelque chose? Je vais peut-être trop loin, hein, mais c'est pas n'importe quel, c'est pas, si vous voulez, LGBT Paris, si vous voulez. C'est vraiment peut-être... Alors maintenant, du point de vue musical, en effet, moi je suis assez d'accord avec Valérie Toragnan, c'est aussi, il y a côté festival. En fait, je suis un peu d'accord avec tout le monde. Je me demande simplement s'il n'y a pas derrière aussi quand même un petit signe, je dirais, sociétal. Voilà. Oui, et sociétal. Il est le président des riches et il a ce sparadrap qui lui colle. Il a du mal à faire des réformes voilà, plus à gauche et plus sociales. Donc il est sur le sociétal pour essayer de faire passer l'idée qu'il est peuple. Et c'est là où il se trompe, à mon avis, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout fascinés par ce que représentent les LGBT. Et c'est là aussi qu'il y a un petit... voilà. Et je suis d'accord aussi. Il y a un côté Justin Trudeau dans cette... même la façon dont il se photographie. C'est l'équivalent moderne de l'accordéon de Giscard? Oui, mais l'accordéon version l'accordéon, c'était vraiment un truc populaire, la regrettée Yvette Horner. L'accordéon, c'est-à-dire l'accordéon quand même revu et corrigé par justement par le milieu gay, hein, c'est-à-dire au gay friendly. Oh, bah, écoutez, on avait affaire à des spécialistes effectivement de ces sujets, parce que c'est vrai que Yvette Horner est devenue une icône, absolument, une icône de la communauté gay. Grâce à Jean-Paul Gaultier. Grâce à Jean-Paul Gaultier. Alors, vous avez vraiment travaillé votre sujet, Christophe de Vogue. Merci. J'allais l'écouter tout le temps. Oui. Quelques derniers mots laissés aux internautes. Monique qui nous dit combien va nous coûter cette soirée. Alors apparemment pas très cher parce que les chanteurs ou les DJ, je ne sais pas comment on les appelle, les musiciens ont accepté d'avoir un très faible cachet. Pascal nous dit ça n'est que de la com, et Madeleine nous dit l'Élysée était un palais de luxure jadis, point d'interrogation. Le spectacle auquel on a assisté hier nous démontre qu'il l'est toujours. Bah écoutez, voilà, c'était le mot de la fin en tout cas pour ce soir. C'est un point de vue et c'est pour ça qu'on aime cette émission. Très bon week-end à tous. Point de vue revient lundi à la même heure et au même endroit. Très bon week-end.